personne ne l'a réellement remarqué, mais la NBA vient de couper court avec l'un des sujets les plus controversés de ces 10 dernières années, qui est l'absence des joueurs stars sur les parquets. Nous sommes dans une ère où les joueurs importants ne sont pas présents. Sur les 450 joueurs présents à NBA la saison dernière, il y en a seulement 10 qui ont disputé les 82 matchs de la saison régulière. Et donc, pour qu'il y ait une plus grande participation des joueurs stars en saison, la NBA a instauré de nouvelles règles. Et voici selon moi celle qui est la plus intéressante. Une équipe ne pourra plus reposer 2 joueurs stars pendant un match. Les joueurs dits de stars, ce sont tous les All-Stars et les All-NBA des 3 dernières saisons. L'objectif de cette règle est d'éviter qu'une équipe arrive lors d'un match sans la grande partie de ses joueurs stars, et pour éviter surtout la frustration des fans et des téléspectateurs. Sans oublier que ça a un impact économique pour la NBA. S'il y a de moins en moins de joueurs stars sur les parquets, il y a forcément de moins en moins de personnes qui vont payer pour voir les matchs. Et pour récupérer justement cet engouement et inciter les joueurs à participer à une grande partie des matchs, on l'a vu récemment, la NBA a créé un tournoi à l'intérieur de la saison régulière. Après, est-ce que ce tournoi aura une certaine valeur aux yeux des joueurs, ça c'est une autre chose. Bon, comme vous avez pu le comprendre, cette problématique est étroitement liée aux blessures. Mais pour vous montrer à quel point ce sujet est principalement lié à notre époque, on va comparer le nombre de matchs joués par les All-Stars de 2 époques différentes. Voici tous les All-Stars de la saison dernière. Comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun joueur qui a réussi à faire l'entièreté de la saison. Maintenant, comparons ce graphique à celui des All-Stars de la saison 2003. Ouais, là c'est frappant. En tout, il y a plus de la moitié des joueurs qui ont été en capacité de participer à l'ensemble de la saison à 1 ou 2 matchs près. On passe de 15 All-Stars aptes à faire une saison régulière entière à 0 en 20 ans d'écart. Je vous remets dans le contexte actuel. Nous avons clairement de meilleures connaissances sur l'aspect physique et psychologique de nos athlètes, en plus de nos avancées technologiques poussées pour améliorer et renforcer les capacités de nos joueurs. Et dans le cas de la NBA, on peut parler aussi des nombreux investissements mis pour préserver les joueurs d'éventuelles blessures, avec la mise en place du fameux load management. Et malgré tout ça, les joueurs de notre époque se blessent 3 fois plus que les joueurs des décennies précédentes. Mais alors, pourquoi ? Il y a forcément une explication concrète sur le sujet. En faisant mes recherches, j'ai compris qu'on n'a pas réellement de réponse, en tout cas scientifique, prouvée scientifiquement. On a seulement des hypothèses. Je me suis donc orienté vers des forums, et en scrollant dans un forum qui traitait de la fragilité des joueurs modernes, j'avais trouvé pas mal d'hypothèses correctes, mais qui, à mon sens, n'étaient pas fondées sur quelque chose de concret. Et puis, je suis tombé sur un commentaire qui m'a fortement interpellé. On peut voir que la personne met en avant 5 hypothèses et j'ai été choqué par la pertinence de toutes les hypothèses. Je me suis dit que du coup que ça pouvait être intéressant d'en sélectionner et de vous les partager tout en les développant. La première hypothèse consiste à dire que la fragilité des joueurs modernes en NBA serait liée à la spécificité excessive des exercices et des entraînements actuels. En gros, ils deviennent beaucoup trop complexes. Et donc à cause de ces entraînements d'isolation et de résistance musculaire, le corps ne serait juste plus habitué à de simples exercices comme soulever des poids, ou même faire des exercices au poids de corps. Le légendaire Tim Grover, l'ancien préparateur physique de Michael Jordan, Dwayne Wade et Kobe, est du même avis. C'est pour lui la cause principale de cette fragilité. You build a foundation by lifting weights. The fastest, quickest way to get an athlete stronger is through moving metal. How can you have a sport now where you have so much more technology? You have so much more resources, less contact, and more injuries. It's mind-boggling to me. It's because everything is rubber band, everything is resistance, everything is cable. There's teams now in the NBA that don't even have a weight room. You still have to move iron. It's the one greatest form of injury prevention because you do a compound movement. It sends the muscles and the electric stimulus that goes into the body that cannot be duplicated by cables. It cannot be duplicated by body work. It cannot be duplicated by medicine balls. And there's all the studies that are out there to prove it. La deuxième hypothèse porte sur la fréquence et l'accumulation de jeux que subit un joueur NBA dans toute sa carrière. Pour vous illustrer cette hypothèse, vous allez vous mettre dans la peau d'un futur prospect NBA aux États-Unis et on va retracer le parcours classique d'un joueur NBA moyen. On va dire que vous êtes fortement gâté par les cieux et que vous faites 1m95 pour 90 kg. Et on va dire aussi que vous avez la chance d'avoir un environnement sain qui vous encourage à progresser dans votre domaine. Comme tout jeune de votre âge, vous participez au tournoi lycéen.
qui regroupe une grande partie de votre année. Et pendant les vacances, il n'y a pas de repos qui tienne. Vous envisagez d'atteindre la ligue, donc vous allez participer à des tournois répartis dans les 4 coins des États-Unis. Et en général, vous allez faire entre 4 et 6 matchs par jour. Et bien évidemment, l'intérêt est de performer. Vous devez vous démarquer. Dans la chronologie logique de votre carrière, vous allez faire ça pendant 3 ans. Ce qui va permettre aux sélectionneurs d'équipes universitaires d'évaluer votre niveau et par la suite de vous sélectionner. Arrivé à la fac, le niveau est complètement différent. Les équipes sont constituées d'une centaine de joueurs comme vous, et souvent physiquement plus avantagés. La concurrence est rude, et ce n'est que le début. Vous devez encore une fois prouver votre valeur dans l'équipe et dans le championnat. La seule chose qui peut vous démarquer des autres, c'est votre éthique de travail, votre détermination et votre discipline. Rien n'est donné. Le talent brut n'existe plus dans ces championnats, et les seules pépites de cet environnement, ce sont ceux qui réussissent à gérer et contrôler leur talent. Bon, on va dire que grâce au travail et à la persévérance, votre équipe et vous-même, vous réussissez à atteindre le Final Four. Mais malheureusement, vous perdez en demi-finale. Néanmoins, calmez-vous, grâce à votre ascension fulgurante, les scouts NBA vous ont dans leur liste. Et vous entendez par le biais des médias que vous allez être probablement dans la fin du premier tour de draft ou au début du deuxième tour de draft. Ce qui en soi, c'est pas ouf. Voilà, c'est pas ouf. Mais vous vous rapprochez petit à petit de votre objectif. Vous passez enfin la draft. Vous êtes enfin certifié joueur NBA. En vrai, c'est quelque chose. Mais bon, comment vous dire que c'est loin d'être fini. Vous êtes maintenant un rookie. Vous retombez au niveau 0. Et comme tout rookie, vous avez énormément de choses à prouver. Et comment vous le dire, ça se fait pas tout seul. Il faut travailler. Vous devez montrer plus d'engagement, plus de travail, plus d'envie que n'importe qui d'autre dans cette équipe. Et les coachs vont vous le faire comprendre. Et je pense que DiVincenzo a plus de choses à dire sur ce sujet. You don't realize how hard the NBA is until you really are in the NBA, like in it. Like the daily grind of everything. When you're young, it's the worst. It's like you playing play group, you doing shoot around practice, everything the team does you do, and then you're doing everything more. Yeah. It's like all the rehab guys, if you're young, you're thrown into everything. Yeah. And then you go into you play a G League game. I remember I played a G League game, drive back, you playing an NBA game at night. Yep. You're constantly you're like, why is it like this? I'm tired. How do you want me to be productive if I'm exhausted? Right. And then treatment times, you're the first one there. You're the last one to leave. And when it works out, everybody's like, oh, you're the first one in the gym, last one to leave. Oh, great story, this and that. It's like, bro, I had no choice. Right. Yeah. That's just how it's set up. And that was the hardest part. It was like, vous allez en baver pendant toute votre carrière NBA. Le niveau est juste pas comparable, vous êtes dans la meilleure ligue du monde. Ah ouais, j'avais aussi oublié de vous dire, même si vous avez le niveau, vous allez affronter tout ça. Force. Force à vous. Mais revenons à l'hypothèse. Durant toute votre vie, vous vous êtes tué à la tâche, sans arrêt, et chaque palier représente un niveau de difficulté toujours plus élevé. Si on prend du recul, votre corps a accumulé tous les entraînements et les responsabilités que doit supporter un joueur en quête de NBA. En plus de ça, ces entraînements intensifs sont de plus en plus pratiqués et des fois imposés au plus jeune âge. Et il faut le dire, le corps a des limites. Donc les joueurs NBA sont probablement en train de subir les répercussions d'un travail sans doute trop important. La troisième hypothèse défend l'inverse total de la précédente. Cette fragilité serait due au repos trop élevé des joueurs NBA. Au vu de leur poids économique sur la ligue, leur carrière serait maintenant basée sur la prévention de leurs blessures avant les playoffs. Ce qui veut dire qu'ils ne pratiquent pas assez, donc leur corps ne serait plus habitué à des matchs aussi intenses que ceux de la ligue. Et donc leur corps le retranscrit par des blessures. Paul George l'explique très bien dans ce podcast. That was like the norm. Like practicing hard, that was the norm to me, and I enjoyed it and I loved it because it helped prepare me mentally, it helped prepare me physically, it prepared my body for what was to come in a long season. And I think now teams don't really practice, we're not getting up and down, and I think that's why there's so many injuries that's going on, because guys that have a high load day and then a completely off day and then a high load day. Back then it was, you practice hard, you got a game. You practice hard, you got a game. Then you might have a day off. Then you come right back to it. So I feel like your body just built the callus and that you were prepared for a long and rough season, to where injuries, there wasn't that many injuries. There wasn't time to take a load off because you felt good to play. You know what I mean?
And I think now it's just it's tough. It's tough because it's almost the reverse. They think by giving us time off, it's help managing our bodies, but in honesty, I think it's just making us weaker. Et si c'était lié à quelque chose de beaucoup plus simple? Et si c'était tout simplement lié à l'évolution du jeu? Le jeu a complètement changé au fil du temps. Tout le monde le voit. Avant, on ne voyait pas l'intérêt de courir pour contester un shoot à faible pourcentage, comme le 3 points, qui était beaucoup trop peu efficace pour être une menace. Maintenant, à notre époque, n'importe quel poste est capable de shooter à 3 points dans n'importe quelle circonstance. Et certains se sont même spécialisés à un niveau divin dans ce domaine. Et donc, contester un 3 points est juste normal à notre époque. Les changements de direction et l'augmentation de la possession de balles, au fil du temps, forcent les défenseurs à se rapprocher de ces joueurs qui sont beaucoup trop dangereux balle en main. Le potentiel des joueurs d'aujourd'hui est développé à 100%. Le problème de tout ça, c'est que le corps subit énormément de dégâts en même temps. Ces changements de direction instantanés, ces sauts, les collisions et tout ça répété par des joueurs surentraînés avec une intensité toujours plus élevée, le corps ne peut juste pas tenir. Selon moi, je ne pense pas que les joueurs sont frappés par une malédiction de la blessure, mais je pense plutôt que c'est l'évolution du jeu qui use les joueurs. En vrai, toutes les hypothèses énumérées précédemment, elles peuvent clairement être vraies, mais dans un sens plus général, c'est l'évolution du jeu qui réduit la capacité aux joueurs de durer dans le temps, sans blessure. Et ça me fait bizarre de dire ça, mais je pense que le jeu évolue plus vite que les joueurs. Et avant que nos joueurs ne puissent s'adapter à ce rythme, j'ai bien peur que nous traversions une longue période de blessures. Merci de m'avoir écouté et puis on se revoit pour la prochaine.